Chers amis, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour notre rendez-vous culturel et littéraire, surtout littéraire, Culture, l'autre regard. On a coutume de dire qu'on ne lit un livre que pour s'y retrouver et cette quête de soi est finalement ce qui occupe toute notre vie. S'accomplir soi-même, c'est ce que nous passons notre existence à tenter de faire. Cet accomplissement de soi a été traité de différentes manières, tant dans les arts en général que la littérature en particulier. Et ce soir, j'ai avec moi deux artistes en général, deux écrivains, deux belles plumes qui chacune à leur manière ont traité cette très riche thématique. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir tout d'abord de vous présenter Monsieur Abdelwahab Hamoudi. Monsieur Hamoudi, bonsoir. Bonsoir, c'est Jawad. Merci d'être parmi nous ce soir, Monsieur Hamoudi. Le plaisir est partagé, Monsieur Jawad. Un plaisir de vous accueillir. Vous êtes scénariste, réalisateur, écrivain. Vous écrivez en anglais et en français. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et début 2023, vous publiez 2 romans en langue française aux éditions Al-Qubbiya, au titre d'ailleurs aussi énigmatique que leur trame. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à notre plat de résistance, si je puis dire, puisque nous allons évoquer votre premier roman qui s'intitule Colbert. Et puis, en fin d'émission, nous aurons le temps, je l'espère, de nous intéresser au second roman que vous publiez cette année et qui s'intitule Mikmao, tous les deux aux éditions Al-Qubbiya. Merci d'être parmi nous. Merci, à vous de même. Accomplissement de soi qui lui aussi a été traité par une autre plume prolifique, un autre vétéran de la littérature algérienne, à savoir M. Saïd Saad. Monsieur Saad, bonsoir. Bonsoir, M. Jawad. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Eh bien, le plaisir est pour moi, Jawad. Enfin, je vous rencontre, M. Saad, après plusieurs tentatives avortées. Vous êtes journaliste, traducteur de formation, auteur de 3 romans, Parfum d'une femme perdue, Les tranchées de l'imposture, que vous avez d'ailleurs présenté sur Canal Algérie. Il y a quelques années, oui. Et vous publiez fin 2022 votre 3e roman, Une petite merveille, qui s'intitule Les rescapés de Pula, aux éditions Dar al-Uthmaniya, et sur lequel nous allons, si vous permettez, ouvrir notre émission. Très bien, oui. Donc, le personnage principal de ce roman s'appelle Mokhtar, et vous nous parlez de sa tentation de l'exil. De l'exil, oui. Voilà. Et avant cela, si vous permettez, j'aimerais beaucoup revenir sur cette galerie de personnages que vous nous présentez, puisqu'avant d'en arriver à l'aventure de Mokhtar proprement dite, vous nous décrivez un peu son quotidien, son voisinage, et puis là, on découvre toute une galerie de personnages. Il y a d'abord le père Zarqa, miné par la routine et que vous qualifiez de père démissionnaire. C'est un père démissionnaire qui est un peu la cause de malheur de sa famille. Et j'ai voulu justement travailler ces personnages, montrer un décor. C'est comme dans une pièce de théâtre. Certes. Quand le rideau se lève, on voit des personnes, on voit une agitation, une vie familiale, une vie sereine. Et au fond de l'esprit de Mokhtar, il y a un projet qui est secret, il est tenu secret par ce Mokhtar, qu'il tentera de réaliser avec les 1000 péripéties qu'il va rencontrer plus tard, tout au long de son cheminement donc, vers cet exil. Et j'ai planté le décor dans un quartier d'Alger, et avec toute une famille, avec un environnement, des sœurs, des voisins, le bruissement de la Houma, donc c'est du quartier. Certes, vraiment on est dans le terroir. Oui, c'est important. C'est pour montrer la vie d'un jeune qui est tenté par l'exil. Voilà, parce que si on va directement dans ce projet, si on plonge directement, le lecteur ne le comprendrait pas. Il faudrait d'abord situer par petites touches sa vie, son quotidien, ses difficultés. Et ces gens-là qui l'entourent. Voilà, sa mère, c'est très important, sa mère, ses sœurs, le frère qu'il a perdu déjà au courant de la décennie noire, son père. C'est toute une histoire, et la description de son intérieur, de sa chambre. Et, comme a dit justement celui qui m'a préfacé, M. Bouhamidi, que je salue au passage, c'est un véritable scan de ce quartier de Belouizdad, Belcourt. Voilà.
Donc il y a le père Zerqa, il y a Toufiq Kanari avec ses petites manies Oui. et qui nous parlent tellement, c'est des voisins qu'on a tous eu. Pourquoi? Parce que le roman, c'est le détail. Le roman, c'est le détail. Chaque détail compte. C'est pour permettre au lecteur d'avoir une image, De s'imprégner. de vivre un son. Quand vous voyez un voisin au balcon en train de nettoyer ou de s'occuper de ses canaris, vous avez des sons, vous avez des gestes très précis, la façon de laver tous ces équipements, par exemple l'abreuvoir, le mangeoire. C'est important. Le roman, c'est le détail. Et puis, il faut ajouter aussi les sons. Un vendeur de sardines, par exemple, qui émet ce son qu'on entend du 3e étage. C'est très important pour le lecteur de s'imprégner par le son, par l'image, par le détail précis. Pour être happé par la narration. Voilà. Il y a l'affaire, le philosophe. Le philosophe, c'est le philosophe du quartier, celui qui se prétend, il connaît tout, il connaît les difficultés du monde, le dialogue nord-sud, il connaît tout sur la philosophie, pourquoi les gens font ça, pourquoi ils ne font pas ça, pourquoi l'Europe a vieilli. Les gens lui posent des questions et il répond. C'est des personnages qu'on retrouve dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, nous avons un fanfaron, celui qui prétend savoir tout, et qui est aussi, je dirais, attractif, qui est intéressant. Il intéresse, parce qu'il n'y a pas que le côté négatif s'il est fanfaron, mais il a une stature, il a une façon de parler, il a cette assurance de soi. Il suscite ce mélange de respect et de dérision. Voilà, c'est le mélange. Voilà. Et puis, il y a, non pas Frida comme dirait Brel, mais Naziha. Oui. Alors, vous savez que l'amour dans la jeunesse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas narrer. C'est quelque chose qui est en nous. Quand on a un cœur de 20 ans, chacun de nous a connu une Naziha dans sa vie. Et cette description de cette fille, de ces échanges de regards d'un balcon à l'autre, d'une terrasse à l'autre, c'est la beauté de la vie, de l'insouciance, et c'est l'amour. On ne peut pas le décrire autrement. C'est l'amour de la vie, c'est les couleurs, c'est cette tendresse aussi qu'on s'échange. Voilà. Donc Mokhtar a nourri ce projet-là de s'exiler. Il choisit donc le chemin de l'exil et se retrouve à Pula, en Italie. Oui. Et d'emblée, l'Eldorado ne se révèle pas du tout aussi brillant que dans ses rêves. Loin s'en faut. Exactement. Je vous cite et je vous laisse rebondir là-dessus. Oui. Vous écrivez « La couleur de sa peau fait la différence. Puis, dans une étroite rue piétonnière, on lui lance des pierres et un rat mort. » Oui. Parce que les gens pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Les gens pensent que l'Europe, c'est la belle vie. Ils sont constamment bercés par ces messages, par ces lettres, par ces photos qu'on reçoit de l'étranger. Venez, regardez comment on vit. Regardez, j'ai mis l'image de cette belle moto, de cette fille qui est derrière, qui est accrochée. C'est la vie. Et ceux qui sont là ne peuvent penser qu'à l'exil. Ils se disent que, mais c'est beau. Mais en réalité, c'est un miroir aux Alouettes. Certes. Et moi-même qui ai vécu en Europe, puisque j'étais correspondant de l'APS à Londres, je voyais ces gens arriver de tous les pays, ces gens exilés de leur pays. Ils n'avaient pas de toit, ils n'avaient pas de ressources. Ils venaient de Pakistan, ils venaient de tous les pays. Je les voyais dans les parcs, voir s'il va pleuvoir cette nuit, voir s'il y a une place sous le pont. Ça c'est le contraire de ce qu'on leur a montré avant. Et j'ai voulu le mettre en exergue dans ce roman. Vous mettez aussi en exergue ce sorte de mensonge pieux de ceux qui sont déjà sur place et qui disent à leurs compatriotes qui sont au pays « Venez, tout va bien dans le meilleur des mondes, vous ne manquerez de rien et c'est la belle vie ». C'est ce que je disais tout à l'heure.
C'est un miroir aux alouettes. Et puis ceux qui vont là-bas en s'exilant et subissent un échec, ils ne diront jamais Exactement. que j'ai fait un échec. Ils vous diront à la limite, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Je serais resté en Algérie. C'est trop dur, croyez-moi. Je les ai vus. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, la dureté, la misère quand on est dans un pays étranger, dans un pays très froid, parfois il neige, et on n'a pas où aller. Voilà la réalité de l'exil doré dont il rêve. Ouais. Vous décrivez aussi comment dans une boulangerie, il est le premier entré et le dernier servi. Oui, oui, c'est une anecdote réelle qui s'est réellement passée dans une ville d'Europe. Il me dit, voilà, j'étais le premier à demander, moi j'ai mis une boulangerie, mais en réalité c'était un café. J'étais le premier à entrer, j'ai dit, donnez-moi un café. Il y a des gens qui sont venus derrière moi, ils ont été servis. C'est comme ça, parce qu'on n'est pas chez nous. C'est la couleur de cette peau qui fait la différence. Et le grand lecteur que vous êtes opère une véritable sociologie de l'Italie, qu'on retrouve d'ailleurs notamment chez Gramsci. Vous montrez cette disproportion de développement, cette disparité dans le développement entre le sud de l'Italie, qui est un sud sous-développé, tout à fait, très tout pauvre, à fait. et un nord qui lui est développé. C'est là où il s'agit après. La Lombardie est incomparable avec le sud. Moi j'ai visité l'Italie, ça n'a rien à voir. Toutes les usines, toute l'industrie, toute la richesse de l'Italie se trouve au nord. Le sud, c'est vraiment démembré, je ne dirais pas la misère, mais c'est très très peu développé. Il n'y a rien dans le sud. D'ailleurs, les habitants de la Sardaigne, ils émigrent vers l'Italie du Nord, ou alors en France ou en Suisse, mais ils ne restent pas chez eux. Il n'y a aucune ressource. Or, qui dit sous-développé... Oui, je vous en prie. Oui, il n'y a aucune ressource. Or, c'est là que tous les Africains, ceux qui sont tentés par l'exil, ils vont là-bas, dans le sud. Le sud n'a rien à offrir. Or, qui dit sous-développement dit aussi xénophobie. Ouais. Mokhtar, atterré, découvre qu'il est dans la ville la plus droitière, au sens politique, de l'Italie. Oui, c'est un... Comment on appelle ça? C'est une sorte de piège. On est tombé dans un piège. Voilà. Et donc, il va tenter de rejoindre Milan, où l'attend son ami Zubair. Oui. Cependant, il va se faire arrêter et il va se retrouver dans ce qu'on appelle un centre de rétention. Voilà. Très bel euphémisme. C'est un bel euphémisme, oui. C'est un centre de rétention, mais en réalité, c'est une prison à ciel ouvert avec tous les dépassements, toutes les impunités qui peuvent arriver. Et les conditions sanitaires déplorables. Aucune couverture sanitaire, rien. C'est le, comment dirais-je, c'est un dénouement total. Et les gens se... Pourquoi? Parce que les autorités n'arrivent plus à faire face. Ce livre, je l'ai écrit en 2018. Maintenant, nous sommes en 2023 et croyez-moi que les choses se sont encore détériorées, se sont aggravées. Je vous donne un chiffre. L'île de Lampedusa. J'ai vu récemment un reportage, il y a un Italien qui dit « Nous sommes 7000 Italiens sur cette île et il y a 11 000 immigrés africains. 11 000. Comment voulez-vous ils sont plus nombreux que nous. Alors nous les prenons dans des bateaux et nous les acheminons vers le continent. Lampedusa est une île insignifiante. C'est des rochers. Et les conditions sont tellement terribles que vous dites, pour Mokhtar, cela évoque Lambèse, le fameux bagne où son grand-père a été détenu. Oui. Et vous écrivez, il compare le centre à un moulin. Une fois que les migrants y sont enfermés, étiquetés et ficelés, les portes se referment et la roue du moulin s'ébranle. Voilà. Elle broie telle une meule sinistre les corps jeunes, splendides et vigoureux de ces êtres désespérés. Pourquoi Lambèse? Parce que j'avais un ami qui est mort, il a fait Lambèse. C'est l'un des premiers qui ont fait éclater la bombe le 1er novembre 1954 à 1h du matin. Monsieur Gueddou, il m'a raconté Lambèse. On n'est plus un être humain. On n'a plus
ce statut d'être humain. On est broyé. C'est pour ça que j'ai eu cette image. On est broyé dans une machine. Et il y a très peu de survivants à Lambèze. Lambèze, c'est des murailles de 4 mètres de large. Certes. Il m'a dit qu'il y a un groupe de gardiens qui peuvent marcher 6 sur la largeur du mur. Lambèze, c'est terrible. Et j'ai comparé Lambèze à ce centre de rétention où le drame est au quotidien. Chaque heure, c'est un drame. On va revenir aux péripéties qu'a vécu Mukhtar, mais tout d'abord, puisque nous évoquons Lambèze et la sinistre période coloniale, je me tourne vers M. Abdelwahab Hamoudi et ce roman, Colbert, qui lui, justement, se situe et évoque la période de la révolution, de la glorieuse révolution algérienne. Colbert, qui était à l'époque le nom d'une commune de l'Algérie qui aujourd'hui porte le nom de Aïn-ul-Men. Et donc, j'ai évoqué que vous étiez scénariste et réalisateur, et même sans le savoir, je l'aurais deviné en vous lisant, puisque d'emblée, il y a cette écriture cinématographique où tout part de l'image, et donc dans ce roman, Colbert, tout est construit à partir de ce procédé qu'on appelle l'analepse et qui est plus connu dans le métier du cinéma sous le nom de flashback. Oui. On est avec Youssef, jeune moudjahid, encerclé par des troupes coloniales avec son commando de la LN, et donc il faut brûler les papiers, il faut brûler les photos, et chaque photo qu'il brûle convoque un souvenir. Alors avant justement d'entrer dans le roman, pouvez-vous nous en dire plus sur cette technique d'écriture et ce rapport que vous entretenez entre l'écriture littéraire romanesque et l'écriture cinématographique? Bien. Je vais vous parler un peu de mon cheminement personnel. Certes. Bien. J'ai commencé par faire des films, particulièrement des courts-métrages. Puis, j'ai commencé à écrire des scénarios. Et un jour, je suis tombé sur un livre écrit par un Américain, en anglais. Il parle de la façon de transformer son scénario en roman. J'avais l'habitude d'entendre le contraire. C'est transformer un roman en scénario. Une adaptation, oui. Je l'ai lu et ça m'a accroché. À partir de là, j'ai commencé à écrire, à transformer les scénarios en roman. Et ce qui est bien, parce que c'est plus facile de publier un livre que de transformer un scénario en film. D'autre part, le livre peut tomber dans les mains d'un cinéaste ou d'un producteur qui va vous demander de l'adapter à l'écran. Donc, c'est aussi une technique, c'est une stratégie de transformer le scénario, l'idée, l'histoire en film. D'accord. Et donc c'est ainsi qu'on va découvrir, à travers les yeux et les souvenirs de Youssef, on va découvrir toute sa jeunesse, son enfance, et même bien avant, puisqu'il va évoquer la rencontre de ses parents. Et donc il est né du couple Barahim, qui est un chauffeur, et qui va épouser Joël, qui va se convertir à l'islam et devenir Latifa. Et donc, tandis qu'il brûle ces documents, on découvre une galerie de personnages. Et je vais vous laisser nous présenter par exemple Si Mehdi, le pharmacien, patriote et nationaliste, et qui aura exercé sur lui une grande influence. Oui. Les personnages de l'histoire sont véridiques. J'ai changé le nom et j'ai gardé les personnages. Bien, Si Mehdi, c'est un nationaliste et qui voyageait beaucoup avec son père, qui était taxieur. Et donc, son père a connu le nationalisme par le biais de son client, qui est Si Mehdi. Et par voie de conséquence, Si Mehdi devenait un membre de la famille. Certes. Il y a une figure tutélaire, une sorte de mentor. Oui, de mentor. Vous mentionnez aussi une autre figure tutélaire, c'est Si Bachir ibn Hammoud, au sujet duquel vous écrivez « Là où Si Bachir passait, l'ignorance trépassait ». Oui, c'était un personnage très instruit et qui ne tolérait pas
voir un jeune désœuvré sans rien faire. Il est contre les gens qui ne font rien, qui sont tout juste là pour exister. Il faut que vous fassiez quelque chose. Que vous trouviez votre voie. Oui. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. Il faut que vous découvriez une vocation. D'ailleurs, suite à un débat avec lui, c'est-à-dire suite à un débat avec Bachir Ben Hamoud, que Joël, la mère de Youssef, va se convertir à l'islam. Donc la révolution de novembre se déclenche et le jeune Youssef, qui est lycéen, va d'abord s'initier à la lutte révolutionnaire en distribuant des tracts. Au lycée. Au lycée. Et lorsqu'il discute avec Si Mohamed, un autre grand personnage. Oui, c'est un personnage aussi diélétique et qui jouait le double jeu. Il était en même temps très en accord avec les Français, il jouait des cartes avec le propriétaire du café, il était en très bons accords avec eux, très bons accords. Et en même temps, il aidait secrètement la révolution en affichant des affaires, des tracts. Donc il se servait de sa position de considération par les Français Pour activer politiquement. qu'il utilisait pour l'avantage de la révolution. On va voir comment la famille de Youssef va être en but à des persécutions, notamment de la part de deux policiers irascibles et extrêmement racistes. Mais avant, si vous permettez, on va faire une petite pause musicale, puisque c'est le moment de notre Minute Mélomane que nous allons savourer ensemble après le jingle. Donc, cette Minute Mélomane, ce soir, avec votre aimable autorisation, j'ai choisi de vous la faire passer avec l'immortel Dahman al-Harrachi et le thème s'imposant de lui-même avec le célébrissime Ya Raïh. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي Ya Raïh Win Msafer, un morceau d'anthologie et qui a d'ailleurs connu une célébrité mondiale du regretté Dahman al-Harrachi. Puisque nous sommes dans le thème de Ya Raïh, je reviens vers vous d'abord, monsieur Saïd Saad, avec justement notre ami Mokhtar qui a choisi le chemin de l'exil. Aurait-il dû écouter justement le regretté Dahman al-Harrachi? Donc, il va tenter de rejoindre cet ami, Zoubir, à Milan, ville un peu plus développée et où l'Eldorado tant promis semblerait l'attendre. Il finit dans un centre de rétention. Administrative. Oui. On découvre ce début de prise de conscience. Vous écrivez d'ailleurs, parfois l'Europe lui paraît un songe ridicule, une douceur puérile dans la fausseté vient de se dévoiler au grand jour. Oui. C'est comme quelqu'un qui dort, qui se réveille et qui commence à entrevoir la lumière du jour, la lumière de la vérité. Et il commence à avoir au fond de lui, il ne le dira jamais, par vanité bien sûr, il commence à avoir un peu de regret. Il commence à
à saisir ce qu'il a fait, à prendre conscience de ce qu'il a fait. Et vu la difficulté qui se dresse devant lui, il va réfléchir. Il va avoir des regrets, il va réfléchir. Mais comme il est jeune, il est hargneux, il va encore essayer de faire un effort pour arriver chez ses amis, soit à Milan, soit dans d'autres villes. Mais le chemin sera très très douloureux, difficile, et il commence à avoir aussi des problèmes de santé. On va y arriver. Oui. On va découvrir d'ailleurs que lui-même va découvrir que Oui. des mois, voire jusqu'à 2 années de détention peuvent passer avant que l'immigré ne sache ce qu'on va faire de lui. Oui. Raison pour laquelle il va tenter de s'évader. Il va laisser passer sa chance et échouer. Finalement, il va finir par être libéré. Il trouve du travail dans une marbrerie. Et lorsqu'on calcule le salaire que vous nous donnez par jour, c'est à peu près 400 € par mois, au noir, pas de déclaration, etc. Alors évidemment, il n'y a pas de SMIC en Italie, merci le fascisme, mais on se rend compte, merci le fascisme du temps de Mussolini qui a justement permis de maintenir cet état de fait, mais on se rend compte quand même de l'immense économie qui est opérée par le patron sur le dos Les gens en de profitent. ces exilés. Les entrepreneurs italiens en profitent parce que c'est une manne. Vous employez un jeune costaud, Au tiers du salaire d'un Italien. peut-être même pas, Voilà. et puis il n'est pas déclaré, il n'y a aucun impôt, il n'y a rien à Voilà. Pas de cotisation, pas de Voilà. prestations sociales. C'est du tout bénef, comme on dirait. Les Français. Exactement. Donc, c'est du tout bénef. Et puis il y a des accidents, j'ai fait en sorte, pour décrire cette atmosphère de poussière, de temps en temps, il y a des inspecteurs de contrôle qui passent, alors on les met dans un hangar. Ils sont réduits à l'état presque bestial. Ils deviennent des objets. Et la maladie se déclare. La maladie se déclare pernicieusement. Au début, il ne sait pas. Comme il est jeune, il résiste un peu. Il serre les dents. Oui. Il serre les dents, il a une douleur, il ne sait même pas d'où ça provient. Ça peut être les poumons, ça peut être une faiblesse, ça peut être le cœur. À cet âge, on est inconscient des dangers. Et puis il passe la nuit dehors, sous un pont, et l'humidité. Et là, il voyage dans un camion, je crois. Oui, parce qu'il serre les dents, il essaie de continuer le travail malgré la maladie, cependant il n'y arrive plus. Oui. Et le patron, sans état d'âme, s'en débarrasse parce qu'il craint qu'il meure sur place. Je vous l'ai dit, ce sont des objets. Vous ne faites plus l'affaire, vous êtes mis dehors. C'est comme ça, on remplace par un autre. Il y en a des dizaines qui arrivent par jour. Alors si vous en avez un qui est malade, c'est l'état bestial, c'est l'état de... Kain khawtik fsouq, comme dit l'expression populaire. Voilà. Donc il tente de passer en France cette fois-ci, caché dans un camion de produits dangereux. De produits très dangereux. C'est pour montrer, j'ai fait exprès, c'est pour montrer l'inconscience des jeunes, pourvu qu'il arrive, même si c'est à côté d'un baril qui contient des produits très dangereux, pourvu qu'il arrive à son but. Et c'est la même chose, que ce soit en France ou en Italie ou dans un autre pays, c'est la même chose. On va s'intéresser justement cette fois-ci à son périple marseillais puisqu'il va débarquer à Marseille. Cependant, je reviens vers M. Abdelwahab Hamoudi et son personnage principal, Youssef. On a dit que la famille de Youssef était en but aux persécutions de deux policiers racistes, même si c'était la norme à l'époque coloniale. Et donc Youssef, à son tour, tout lycéen qu'il est, va prendre le maquis. Et c'est là d'ailleurs on va le retrouver encerclé par ce commando. Oui. Bien. Le problème qui s'est posé aux autorités coloniales, c'était bien ce mariage atypique. Et si vous avez bien saisi, dans les deux romans, mais Micmac et Colbert, Ouais. D'ailleurs on va faire la ce transition. sont des romances atypiques. Certes. Pour Colbert, c'est sur fond de guerre de libération nationale. Et pour Micmac, c'est du fantastique, sur fond de fantastique. Bien, pour Youssef, ce n'est vraiment pas un choix. Il a été poussé par le comportement de ces deux villes policiers. Pourquoi on voulait-il cette famille et ces policiers
parce qu'il n'avait jamais accepté ce mariage. Ce mariage mixte, oui. Mixte. Il ne voulait pas qu'il soit un président. Ok. C'est ça le problème primordial. Certes. Donc il va prendre le maquis, et d'ailleurs on va le retrouver en tant que chef du commando de l'ALN, d'un commando de l'ALN. On ne pourra pas en dire plus, puisque non seulement l'écriture elle-même est très cinématographique, mais l'intrigue est construite de manière à ne pas à avoir une sorte de suspense, et donc on ne peut pas en dire plus pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture. Cependant, on ne va pas rester en si bon chemin, puisque vous avez un deuxième roman qui, lui, comme vous venez de le dire, s'inscrit dans une veine plus fantastique et qui s'intitule Mi'kmaq. D'ailleurs, le titre lui-même est très intriguant. Énigmatique. Énigmatique, certes. Et l'intrigue, c'est le cas de le dire cette fois-ci, se situe en Gaspésie, que j'ai découvert grâce à vous, au Québec, avec une héroïne québécoise, Rose Corogny. Alors, je vous laisse nous en dire plus. Elle se retrouve dans la petite ville de Chandeleur sur et elle se retrouve donc dans cette petite ville sur injonction d'un rêve. D'un rêve. Oui, elle avait vu une vieille indienne Mi'kmaq, que ethnie dont j'ignorais l'existence. On connaît les Sioux, les Apaches, les Cheyennes, mais c'est une ethnie. Très bien. C'est une ethnie, et qui lui demandait d'aller ramener la dot sacrée. Qui est le titre d'une de vos œuvres aussi, il me semble. J'ai changé. Voilà. J'ai changé les titres. D'accord. Bien. Auparavant, c'était ça, mais je l'ai changé. Très bien. Donc, elle ne donnait pas de l'importance à ce rêve. Jusqu'au jour, en allant au musée où elle au travaille, musée pour son travail, elle trouva la vieille femme en chair et en os. en chair et en os devant elle pour une dernière injonction. Tu vas rapporter la dot sacrée ou tu le paieras. Et donc elle part dans cette petite ville de Chandeleur, elle va rejoindre un oncle, et dans sa bibliothèque, elle va plonger dans l'histoire de ces Indiens Mi'kmaq. Et apprendre leur langue. Leur langue et leur écriture, puisqu'ils ont des hiéroglyphes qui leur permettent d'écrire. Et c'est ce qui lui permettra de décoder le message que la vieille indienne lui avait donné. Alors justement, pour décoder cette écriture cinématographique et ce passage du scénario en roman, on va s'intéresser cette fois-ci au scénariste et réalisateur que vous êtes. Cependant, si vous permettez, je vais revenir avec M. Saïd Saad à ces rescapés depuis là et à cette fois-ci ce séjour marseillais. Oui. Mokhtar donc passe en France et là encore, le mythe achève de s'effondrer lorsqu'il rencontre une foule d'SDF, français, de souche comme on dit, hein, et qui lui racontent leurs déboires. Et ils sont de toutes les nationalités. Il y en a de tout. Il y a des Roumains, il y a des Pakistanais, il y a des Afghans. Et il est sidéré par cette réalité qui le frappe en face. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont là depuis des années. Ils sont devenus des loques humaines. Ils cherchent dans les poubelles, alors qu'ils sont jeunes, qu'ils sont pleins d'énergie. Ils sont là et ils gravitent autour de lui. Et justement, le roman, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le détail. Mais dans le détail, on ne dit pas tout. Le roman ne doit pas dire tout. C'est comme la poésie. Certes. Le roman doit suggérer. Absolument. C'est très important quand on écrit. Je donne un exemple. Si vous dites, j'ai invité un berger dans la campagne, mon père l'a invité à manger et il avait très faim. Ça n'a aucun intérêt. Aucune valeur esthétique. Aucune valeur esthétique. Par contre, si vous dites, à la campagne, mon père a eu l'idée d'inviter un berger qui était là à côté, et il s'est mis à manger, il ne s'arrêtait pas. Le lecteur va comprendre qu'il avait effectivement très faim. On suggère. Absolument. C'est important. Sans prendre en charge la compréhension du lecteur. C'est au lecteur d'imaginer qu'il avait ce berger était affamé. Il ingurgitait des quantités énormes et il ne s'arrêtait pas de manger. Et il mâchait comme ça. Goulûment. Goulûment, oui. Le roman, c'est comme la poésie. On suggère toujours. Et justement, j'ai mis cette... C'est aussi que c'est comme un tableau qu'on peint. Hein. Vous avez une place à Marseille, il y a des gens qui gravitent.
Il y a des gens qui sont installés confortablement à la terrasse. Ce sont les Français qui sont chez eux. Et puis il y a ces exilés venus de toutes les contrées du monde. Il y a des Noirs, il y a des gens comme ça. Et ce Mokhtar est en train de s'imprégner de la réalité. Voilà ce que je vais devenir. Lui, il vient juste d'arriver avec son poumon qui lui fait mal. C'était une image que je voulais transmettre pour dire qu'à la fin, voilà le résultat. Et j'ai même mis, il va au port de Marseille et il voit le bateau qui va à Alger. Et les gens montaient pour aller à Alger. C'était des Algériens qui rentraient chez eux en toute légalité. Et il avait cette envie d'être parmi eux. C'était, comment on appelle ça, une envie d'être parmi ces gens. D'être légitime. D'être légitime. Des gens très sûrs d'eux, qui présentaient leur passeport, qui prenaient leur bagage, ils montaient, hommes et femmes, enfants, et commençaient à regretter. Mais comme je vous l'ai dit aussi, quelqu'un qui s'exile ne dira jamais que ce fut un échec. Oui, d'ailleurs, il vous dira, si c'était à refaire, je ne le referai pas. D'ailleurs, ce mensonge presque voilà, universel, enfin, collectif, participe beaucoup de, de la perpétuation de ce faux rêve. Mokhtar, qui va retrouver un de ses amis à Marseille, qui dans les photos lui vendait la vie idéale. Excellent, oui, c'est ça. Va écrire, enfin va dire, vous écrivez, Mokhtar va se dire, Mohamed comme les autres nous donne, Mohamed c'est l'ami qui l'a retrouvé, oui, Mohamed comme les autres nous donne une fausse image de l'Europe, l'image de la réussite totale, de la liberté, de l'aisance financière, de la réussite sociale. C'est un miroir aux alouettes. C'est un miroir. Parce qu'il a été jusqu'à chez lui, il est rentré dans sa maison et il a vu ce lit en fer métallique. Il a vu ce matelas défraîchi posé à même le sol. Il a vu sa vie, sa vie quotidienne. Oui. Ouais. Et pour Marseille, entre 2015 et 2023, le nombre de mineurs retrouvés dans la rue a été multiplié par 10. Par 10. Et ça coûte 4 000 € par mois à la collectivité locale qui n'arrive plus à trouver une solution. Que faire de tous ces gens qui viennent de tous les pays? Et c'est des mineurs qui sont exposés au vent, qui sont exposés à la température, qui sont exposés à la neige et qu'on retrouve parfois sans vie. À Londres, quand j'étais là-bas, on a retrouvé un exilé, tellement il neigeait, il faisait froid, il n'a pas trouvé mieux, il a ouvert une voiture bâchée, il s'est engouffré à l'intérieur, et c'était un cadavre. Figé, oui. Très très froid. Ça du temps où j'étais là-bas, c'est en 2012. Je ne connais pas sa nationalité, mais j'ai m'imaginé ce jeune, tous les gens étaient chez eux, avec de la musique, dans le confort. Il était dans les rues de Londres, et c'était une neige, une tempête de décembre 2012. Elle a duré 15 jours. Il s'est engouffré dans une voiture, un pick-up, une voiture bâchée. Malheureusement, il a été retrouvé sans vie. Voilà les images, c'est comme ça qu'il faut parler avec ces gens qui ont à l'esprit, qui ont ce projet d'y aller, ces futurs exilés. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Alors, si vous permettez, avant de rebondir sur les prochaines thématiques, c'est le moment de notre petit intermède, cette fois-ci littéraire. On se retrouve après le jingle pour notre livre de chevet. À tout de suite. Nous poursuivons la découverte de cette merveille d'ouvrage hybride à mi-chemin entre l'essai et le roman, La révolte des saints d'Ahmed Akkash. Et cette fois-ci, je vous propose de découvrir le début du chapitre qui s'intitule « La crise de l'Empire et ses conséquences sociales », un thème qui résonne dans l'actualité internationale bien plus qu'il n'y paraît. C'est à Rome même, en plein centre de l'Empire, que les premiers craquements se firent entendre. Brusquement, alors que la prospérité semblait atteindre son point culminant, on dévalua la monnaie. Ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel serein.
il n'y avait plus d'or dans les coffres. Pourtant, de tous les points du vaste empire, les richesses des peuples conquis affluaient toujours vers la capitale tentaculaire. Les bénéfices tirés de l'exploitation des colonies s'élevaient sans cesse. Telle était cependant l'avidité de la bourgeoisie romaine que tous les trésors du monde n'auraient pu sans doute lui suffire. Un gaspillage effréné, un luxe inouï, des dépenses fabuleuses engloutissaient toutes les ressources. L'or amassé sur la sueur des esclaves partait aussitôt vers l'Orient en paiement des parfums, des épices, des soieries, des pierres précieuses, des marbres rares dont les Romains ne pouvaient plus se passer. À ce compte, la balance commerciale ne devait pas tarder à devenir déficitaire. On demanda des ressources à l'Italie, mais l'Italie ne pouvait plus guère en fournir. Les latifundia l'avaient tué. Ces villes n'avaient aucune industrie exportatrice. Ces campagnes se dépeuplaient à une allure vertigineuse. À une époque où la dédollarisation est sur toutes les bouches et sous toutes les plumes, ce roman ou cet essai, un peu des deux, sonne avec une actualité brûlante. Nous approchons vers la fin de notre entretien. Je me tourne vers vous, Abdelwahab Hamoudi, pour une synthèse de vos deux ouvrages. Ce qui ressort en lisant Colbert et en lisant Mickey Mouse, et je l'ai dit tout à l'heure, cette particularité que vous avez en tant que cinéaste d'écrire avec des scènes courtes, frappantes, mais aussi des dialogues extrêmement vifs, extrêmement courts. Il n'y a pas de longues tirades et de longues périodes classiques. Et en vous lisant, on voit tout de suite les images défiler et on a sous les yeux un film. Mon objectif final, c'est de voir ces deux romans transformés en film. Alors, j'essaie de faciliter la tâche. D'emblée, vous avez ce projet-là en tête. Et d'autre part, l'image a plus d'impact sur le lecteur que de longues phrases. C'est d'ailleurs la beauté du cinéma. Certes. C'est l'image qui pousse les gens parfois à changer intérieurement. L'image est normative. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut espérer justement voir bientôt l'un de ces deux ouvrages, voire les deux, même si ma préférence va pour Colbert, adapté au cinéma ou à l'écran du moins. C'est mon objectif final. En écrivant ce roman, j'ai toujours pensé à ça. Et donc, est-ce que le projet est en cours? Non, pas encore. Mais il y a un autre projet cinématographique que je viens de terminer. Très bien. Mais c'est la version internationale d'un scénario sur le film de l'émir Abdelkader. Très bien. Bien, je l'ai écrit, il est terminé, je l'ai écrit en anglais. Oui, puisque vous êtes bilingue, oui. Ouais. Et donc, on espérera bientôt le voir à l'écran? Et c'est ça, c'est ce que j'espère. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Et j'ai essayé d'être à la hauteur de ce personnage. Parce que quand vous commencez à écrire un biopic, vous essayez de donner justice à ce personnage. Évidemment. Vous vous demandez si vous êtes à la hauteur pour attaquer ce monument-là, littéralement. Et surtout pour l'émir Abdelkader, j'ai toujours pensé que le scénario doit être fait par un Algérien. Certes. C'est comme le doublé d'un architecte. Il doit être fait par un Algérien. Les maçons peuvent être d'autres nationalités. Ce n'est pas un problème, parce qu'ils sont tenus de suivre un plan bien établi. Et aussi le film sur l'émir Abdelkader, c'est un engagement personnel pour l'auteur et c'est une responsabilité morale. Absolument. Et l'auteur doit toujours avoir en vue ces éléments en écrivant le film. Et j'imagine que vous avez ingurgité une tonne de documentation avant de... C'est la moindre des choses. Mais toujours est-il qu'en faisant le film sur l'émir Abdelkader, il faut se mettre à l'esprit qu'il ne s'agit pas de faire un documentaire. Certes. Un film de fiction sur autre chose. Évidemment. Il y a toujours, quoi qu'il en soit, un parti pris, une subjectivité.
Ah oui, vous faites le voyage avec l'émir. Absolument, il y a un point de vue. C'est obligé. Pour le film d'émir, le parti pris est une obligation pour l'auteur. Il y a une émotion à transmettre, voilà. Vous ne pouvez pas faire autrement. Absolument. C'est un engagement. Et en même temps, l'émir, il faut suivre le développement de l'arc personnel de l'émir. De l'arc narratif, oui. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et ça contient beaucoup de surprises. Oui, certes. Et d'enseignements aussi. D'enseignement. Et en attendant Colbert et Mikmao adaptés à l'écran, nous avons hâte de voir ce qu'il en est de l'Émir Abdelkader. En guise de mot de la fin, je me tourne vers vous, monsieur. Avec monsieur Saïd Saad, j'ai parlé en début d'émission de vétérans de la littérature. Certes, vous en êtes à votre 3e ouvrage, mais chaque ouvrage a été mûrement pensé et réfléchi. Et vous êtes quelqu'un qui réfléchit sur l'art littéraire et l'art romanesque. Oui. Alors, pour bien écrire, il faut 3 choses. Lire, lire, lire. Et peut-être même une 4e, lire. Lire. Moi, je ne crois pas à ces ateliers qu'on nous lance parfois. Devenez écrivain en 6 semaines, devenez écrivain en 3 semaines. Nous sommes 2. Vous allez faire votre personnage des trucs, allez, ça c'est du pipeau. Il faut lire, lire, lire. Ce que je remarque, c'est que ces dernières années, les gens écrivent. Il y a un engouement pour l'écriture, oui. Ça c'est très. Ça me plaît de le constater. Il y a même parfois cette boutade où on dit dans les salons littéraires qu'il y a plus d'auteurs que de lecteurs. Les gens écrivent, les gens se mettent à l'ouvrage, si vous voulez. Littéralement, oui. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'il y a des jeunes qui écrivent bien et qui émergent. Absolument, oui. Il y en a certains qui ont eu des prix en reconnaissance à leur talent. Certes. C'est formidable, je les encourage. Et je ne peux que les encourager. Absolument. Autre remarque aussi, très positive, nous commençons à sortir de cette coquille. Qu'est-ce que c'est que la coquille? Nous avons toujours écrit sur la guerre de libération. Tous les ouvrages, il y a une décennie ou là avant, c'est la guerre de libération, les prisonniers, l'OS, les attentats, la torture. C'est bien. Certes, et nécessaire. C'est nécessaire. J'allais dire, ça devient un peu lassant. Maintenant, les gens écrivent autre chose. On commence à lire des ouvrages très intéressants sur un enfant handicapé, par exemple, sur une amitié entre 2 personnes d'autres nationalités, sur l'amitié, sur l'amour, sur la réussite d'un couple. Ça commence à se diversifier et ça, pour moi, c'est très encourageant. Certes, il y a une sorte de modernisation de diversification, des thèmes. Voilà. Alors, il y a une recherche de la contemporanéité et des thèmes. Oui, mais il faut lire pour améliorer le style. Le style narratif, il y a des procédés littéraires. Certes. Il y a la narration, il y a l'illustration, il y a le flashback, c'est-à-dire les digressions, le retour en arrière. Oui. Il y a l'alternance. On fait un récit, puis on s'arrête, on commence un autre récit alors que c'est le même livre. Oui, on a parlé de Mortar, il y a aussi des chapitres concernés. Vous avez vu, c'est ça l'alternance. Voilà, qui concerne sa mère, voilà la Zainab. l'alternance. Une fois, vous avez sa maman qui le cherche en Algérie, et lui, il est dans un centre de rétention administrative. Ça, c'est là. Ce sont des techniques pour multiplier les points de vue. Qui donnent plus de vie, qui donnent plus de reflets, qui donnent plus de profondeur au livre, plus d'attrait. Et les gens qui ne savent pas lire, ça c'est un grand auteur britannique que j'admire, c'est M. Cronin, un médecin écossais. Les gens qui ne savent pas écrire ne savent pas penser. Et les gens qui ne savent pas penser, on pensera à leur place. Ça, c'est typiquement britannique. Si vous ne savez pas écrire, vous ne saurez pas penser. Si vous ne savez pas penser, des gens penseront à votre place. J'ai aimé ça. Moi, j'ai terminé un ouvrage sur la grande révolution de 1871. Oui. J'ai constaté que nous avons très bien décrit la guerre de libération, 54-62, sur tous ses aspects. Mais au fur et à mesure que vous montez
dans l'histoire, dans le temps, que vous remontez, il y a moins d'écrits. Certes. Par exemple, beaucoup moins pour mai 45. On trouve des écrits, mais par rapport à 54, c'est insignifiant. Vous remontez, jusqu'à la fin du 19e siècle, il n'y a rien. Alors j'ai voulu romancer, c'est de l'histoire romancée. Les faits sont réels, les dates, j'ai fait de la recherche, mais j'ai créé une histoire d'un petit villageois qui veut bien se marier, qui aspire à vivre. Mais brutalement, les gens prennent des haches, des fourches, parce qu'ils ne peuvent plus résister au colonialisme. Et je vous rappelle que les années 1866 et 1867, ce sont les années peut-être les plus terribles qu'ont subi les Algériens. Oui, Djilali Sahari l'a très bien documenté. Alors, comme nous approchons du moment où nous devons hélas nous séparer, je rappelle aussi que mon petit doigt m'a dit qu'une biographie de Ammar Zahi Excellent, oui. est sur le grill, si je puis dire. Oui. Hélas, nous n'avons pas le temps de développer plus avant. Je rappelle cependant que pour ce qui est à présent disponible et que vous pourrez d'ailleurs signer au grand événement que sera le Salon du Livre, c'est Les Rescapés depuis là, aux éditions d'Al-Uthmaniyya. Merci beaucoup, Saïd Saad, d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, Abdelwahab Hamoudi, vos deux ouvrages, Colbert et Micmao, parus aux éditions Al-Qubbiya, en attendant de se rencontrer dans les salles obscures pour le biopic de l'émir Abdelkader. Et puis, je vous en prie, le mot de la fin. Pour l'histoire de Micmac, Oui, c'est celle d'une jeune fille qui vient d'une famille dysfonctionnelle. certes. Et dans son cheminement, elle découvre que sa famille n'est pas un modèle. Voilà un thème aussi que vous pourrez explorer, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma. Vous avez Thème de la famille. Certes, et vous avez plusieurs cordes à votre arc. Chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et qu'ainsi j'aurai l'immense honneur et privilège de vous retrouver comme d'habitude la semaine prochaine. Excellente fin de soirée.